Les passagers en classe affaires sont priés de présenter leur carte d'embarquement au comptoir de départ. En classe affaires est un balado du programme Corex de la Fédération des chambres de commerce du Québec et du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Embarquement immédiat pour l'animatrice Anne Marcotte. Les exigences évoluent à l'international. Les entreprises qui exportent doivent avoir une compréhension profonde de leur chaîne de valeur si elles veulent continuer à exporter ou ne pas être pénalisées. Dans cet épisode, on aborde pourquoi il faut être agile, diversifié et flexible dans sa chaîne de valeur avec Karine Bibeau, vice-présidente chez Logistique Unicorp. On verra également pourquoi il faut la diversification dans nos activités industrielles et nos marchés d'exportation, jusqu'à parfois même relocaliser nos chaînes d'approvisionnement avec Hubert Rioux, conseiller économique à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Finalement, on parle de contexte géopolitique, de la réglementation et des opportunités pour les exportateurs avec Geneviève Brisson, déléguée générale du Québec à Bruxelles, qui connaît très bien le marché européen. Bienvenue en classe affaires. Karine Bibeau est attendue à la zone de départ internationaux. Karine Bibeau est vice-présidente chez Logistique Unicorp, une entreprise qui fournit des uniformes à plus de 600 000 personnes à l'international. L'entreprise offre des solutions innovatrices permettant la gestion complète de la chaîne de valeur. Bonjour, Madame Bibeau. Bonjour, Madame Marcotte. Écoutez, d'entrée de jeu, je dois vous le dire, j'ai été complètement charmée par ce que j'ai lu sur votre entreprise, parce qu'on voit tous les efforts que vous faites pour réaliser un approvisionnement éthique, réduire votre bilan carbone. Vous êtes une entreprise très responsable. Racontez-moi l'histoire un peu. Parlez-moi de votre entreprise. Bien, Logistique Unicorp a été fondée en décembre 92 pour vraiment faire la gestion de programmes d'uniformes pour une grande organisation. En fait, on s'occupe de la chaîne de valeur complète. On vraiment crée de la valeur pour l'organisation en prenant en charge leur programme d'uniforme, tout ce qu'un employé doit utiliser pour travailler. Pas seulement les vêtements, mais également les équipements personnels. Donc, ça fait le design de vêtements et là, on gère la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la livraison sur une base individuelle où chaque employé peut commander leurs requis à travers des sites web personnalisés pour chaque organisation. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'une chaîne de valeur? Puis une chaîne de valeur, c'est l'enchaînement de toutes les activités. Ça peut inclure l'approvisionnement, la fabrication, la commercialisation, la vente, le marketing et tous les autres services connexes, comme par exemple la recherche et le développement, pour créer de la valeur aux usagers. Finalement, vous fournissez des uniformes à plus de 600 000 personnes, là, mais si je ferme mes yeux, là, faites-moi visualiser les uniformes là, que vous produisez. Bien sûr. Au Canada, par exemple, on fournit des uniformes pour les Forces armées canadiennes. Donc ça, c'est 160 000 membres. On fournit à Poste Canada. Donc, quand vous voyez un postier, portez votre courrier, mais c'est les vêtements qu'on a fait le design et qu'on livre. On fait Parc Canada, on fait la CEPAC, on fournit les uniformes à la Ville de Québec, la Ville de Montréal, la Ville de Gatineau pour certains groupes. Donc, c'est assez divers. Mais là, parlez-moi de toute votre chaîne de valeur à travers ça. Comment vous gérez ça? Je vois ça comme un défi énorme. C'est sûr, c'est une complexité et c'est ça où Logistique crée de la valeur pour ses clients. Parce qu'on a justement des spécialistes dans toutes les facettes de ce programme d'uniforme. Donc, on a notre propre équipe de designers. On a un groupe, justement, même pour le design textile. On a un laboratoire textile dans nos opérations. On a un groupe de service à clientèle pour, bien sûr, répondre aux questions des employés. On a notre groupe fantastique au TI pour, justement, le développement des sites web. On s'assure d'être indépendant et d'être spécialiste dans tous les domaines pour livrer ce programme d'uniforme aux clients. Comment ça se passe dans tous les processus opérationnels, dans la production? Justement, on est fiers de dire qu'on a des fournisseurs au Canada, donc de textiles au Canada, également des produits finis. Donc oui, on a encore une bonne partie de nos textiles qui sont locaux, mais on a également des textiles qui viennent de l'Asie et certains textiles européens. Pour les endroits de production, on a réalisé que pour être efficace, il fallait aussi qu'on gère ce côté-là pour les petites quantités. Donc, on a nos propres usines de production au Vietnam, au Canada, et on a également des opérations en Tunisie pour nos opérations européennes. Mais comme vous avez des usines de confection, comme on vient d'en parler, à travers le monde, dont le Vietnam, comment vous gérez ça comme entreprise avec les valeurs que vous portez, d'avoir cette philosophie-là, disons, globale,
mais en même temps, vous avez des opérations qui sont locales. C'est quoi l'empreinte que vous laissez? L'empreinte, c'est justement si on a des contrats dans un pays, on veut s'établir là et on veut créer des retombées économiques pour le pays. On est en Australie, mais on a des usines de production australiennes. On est en train de justement de redonner à l'industrie. Si on peut faire aussi des projets de recherche et développement, travailler avec les écoles, travailler sur la formation du personnel. L'important, c'est de faire des retombées économiques locales. Nos clients sont gouvernementaux. C'est bien sûr l'argent des contribuables de ce pays-là. Donc, c'est important justement de créer une valeur. Ce qu'on se dit, on a une vision globale, une empreinte locale. Dans tout le processus de votre chaîne de valeur, est-ce que vous sentez qu'il y a des points vraiment là, stratégiques sur lesquels vous êtes vraiment différents? Je crois que, justement, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'on gère justement la chaîne d'approvisionnement complète. On achète les textiles, on les teste et après ça, on les envoie à des sous-contractants. Ce qui est normal dans l'industrie, c'est qu'un fournisseur va dire à un manufacturier, tu vas gérer tout, tu vas juste me donner le produit fini. Donc, on s'assure d'une stabilité, une constance des vêtements à travers les années. Vous imaginez, dans une parade militaire, vous assurez que les couleurs de pantalons doivent être les mêmes à travers les années. Donc, c'est ça qu'on s'assure, justement, de la constance. On a créé notre premier site web transactionnel en 2000, ce qui est quand même, c'était novateur à l'époque, plus maintenant qu'on en parle. Mais justement, côté informatique, de regarder l'intelligence artificielle, Pour l'intelligence artificielle, vous étiez déjà, on va se le dire, à l'avance de votre temps, là aussi. Absolument, on était dans les balbutiements, mais on a travaillé avec les écoles, avec des étudiants, de faire des projets. Il faut aller chercher les expertises extérieures. La chaîne de valeur est aussi, qu'est-ce qu'on redonne, le côté écologique, côté éco-responsable. C'est quelque chose qui est important. Donc, on a justement une équipe de recherche et développement dans le textile pour justement changer des textiles pour proposer des solutions plus éco-responsables. Racontez-moi, par exemple, là, et je me doute qu'en pleine pandémie, il y a dû avoir des demandes, disons, extraordinaires pour des uniformes et tout ça. Avez-vous des exemples à me donner? Oui, absolument. Vous savez, comme je disais, un de nos clients, c'est l'Armée canadienne et on sait tous qu'ils ont eu une demande d'aider dans les CHSCT du Québec. C'est vrai. Et donc, si on imagine leur combinaison de travail, Bourgogne, on en vendait à peu près 4000 par année. C'était comme... La norme. La norme. Et bien sûr, il y a eu la demande en mars, début avril, et là, on a reçu dans une journée de 4000, le lendemain, encore plus. Donc, il a fallu se retourner rapidement pour combler les besoins émergents de nos clients. Et on s'est retourné parce qu'on avait justement cette chaîne d'approvisionnement local, international. On avait les textiles en main, on pouvait produire rapidement ces besoins-là. Tous les efforts que vous aviez mis dans votre chaîne de valeur ont pris tout leur sens pour répondre à cette demande-là qui a complètement explosé. Absolument. Et aussi, on était fiers de dire qu'on a soutenu en faisant des blouses médicales. Donc, on avait cette chaîne de valeur-là, on avait l'expertise, on avait les fournisseurs, les sous-contractants de confiance pour pouvoir fournir des blouses médicales. Fiers qu'on en a fait plus de 5 millions. Parce que la nature même de vos activités, ce que je comprends, c'est vous devez répondre à des besoins réguliers, mais en même temps des besoins émergents. Absolument. Puis il faut, comme entreprise, penser différemment. Absolument. S'il faut toujours se remettre en question, penser différemment et prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, on n'avance pas. Il ne faut pas avoir peur, justement, d'essayer des choses nouvelles. Et Madame Bibeau, j'ai adoré ma rencontre avec vous. Vous êtes une personne inspirante. Et puis, je crois sincèrement que votre entreprise est un modèle qui peut justement amener d'autres entreprises à faire des virages importants et d'amener à faire des changements dans leur propre chaîne de valeur. Merci beaucoup. Embarquement immédiat pour le passager Hubert Rioux. Hubert Rioux est conseiller économique à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Il coordonne les comités de travail sur l'entrepreneuriat, le secteur manufacturier et les services financiers. Alors, bonjour, M. Rioux. Bonjour, Mme Marcotte. Donc, parlez-moi là, tout d'abord du rôle de la Fédération des chambres de commerce du Québec, puis parlez-moi aussi des différents comités. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, comme son nom l'indique, la Fédération des chambres de commerce regroupe les plus de 120 chambres de commerce régionales et locales à travers le Québec. Et ce qui est moins connu, c'est que la Fédération regroupe également plus de 1000 membres corporatifs individuels, donc des entreprises.
Et la manière d'organiser le travail, notamment à la FCCQ, consiste à former des comités de travail sectoriels qui couvrent différents champs d'activité industriels. On a 18 comités de travail à la FCCQ. Moi, personnellement, j'en coordonne 3. Le comité entrepreneuriat, le comité services financiers et le comité manufacturier. Et justement, pour ce comité-là, vous avez piloté une importante étude. Parlez-moi de cette étude-là, des objectifs et même une mise en contexte. Sur le comité, on couvre plusieurs thématiques clés, dont évidemment les enjeux commerciaux et les enjeux d'approvisionnement, d'accès au marché, etc. Et c'est dans ce contexte-là, donc, qu'on a fait émerger de ce comité une grande étude à laquelle j'ai participé directement sur le retour ou la résurgence du protectionnisme dans le contexte commercial international. Et l'idée de cette étude, c'était d'offrir une vision plus nuancée des choses de celle qu'on est habitué d'entendre. Alors, on entend beaucoup parler des politiques américaines, beaucoup moins des politiques européennes, et elles sont importantes pour nos manufacturiers. Donc, 2 nuances qu'on voulait apporter, les opportunités que ces nouvelles politiques engendrent et également la vision européenne des choses. Dans la première partie de l'étude, lorsque vous parlez de l'état des lieux, il faut maintenant comprendre que tout ça se traduit par des nouvelles formes. Oui, tout à fait. Donc, la première partie du rapport, effectivement, vise à dresser un état des lieux sur le commerce international, puis cette résurgence du protectionnisme que j'évoquais. Quelques petits points d'entrée de jeu qui sont importants de garder en tête. D'abord, le Québec, c'est une économie ouverte, parmi les plus ouvertes au monde. Les exportations au Québec, ça représente 45 % de notre PIB. 30 % du total des emplois au Québec est dépendant des exportations. Donc, le Québec, c'est une économie ouverte et cette ouverture-là, elle est irréversible. Le Québec ne pourra jamais être une économie protectionniste ou atteindre un degré d'autonomie industrielle très élevé. Mais cette ouverture-là, c'est un atout parce qu'évidemment, ça nous ouvre des opportunités d'affaires importantes dans plein de marchés à travers le monde. L'envers de la médaille, bien sûr, c'est que cette ouverture rend le Québec vulnérable, d'une certaine façon, aux aléas du commerce international. On l'a bien vu durant la pandémie. On le voit aussi en raison de cette résurgence des politiques protectionnistes et des politiques de réindustrialisation et de relocalisation que les États-Unis, mais également l'Europe, mettent en place. Et face à ça, mais il faut que l'économie québécoise et que le secteur manufacturier fassent preuve d'adaptabilité, d'adaptation. Oui, en effet, parce que dans le fond, la montée du protectionnisme, on peut dire qu'en réalité, ça prend des formes différentes, là. Oui, pour s'adapter, justement, il faut bien comprendre ce qui se passe, bien comprendre les politiques qui sont mises en place pour pouvoir non seulement surmonter les obstacles qu'elles mettent en place, mais également pour pouvoir saisir les opportunités qu'elles permettent. Plusieurs grands constats dans notre rapport. Effectivement, ce à quoi on assiste, c'est pas un retour du protectionnisme comme on l'entend ou comme on l'entendait historiquement. D'abord, première forme de ce protectionnisme 2.0, l'explosion des programmes de subventions industrielles aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Donc, les États occidentaux sont de plus en plus interventionnistes et interviennent dans le marché à l'aide de divers outils, les crédits fiscaux, les contributions non remboursables, les capitaux propres, capital de risque, etc. Mais ça fausse la concurrence. Ça fausse la concurrence parce qu'évidemment, les moyens divergent d'un État à l'autre. Le Québec ou le Canada même n'ont pas les mêmes moyens financiers que l'Union européenne ou que les États-Unis ou même que la Chine, bien sûr. Mais c'est un jeu auquel tous les États doivent se prêter, non seulement en raison de la concurrence des autres États, mais également parce que tout simplement, la transition énergétique et technologique qu'on vit actuellement est intensive en capital. Ça nécessite beaucoup d'investissements. Et deuxièmement, parce que les États occidentaux, y compris le Québec, doivent s'ajuster à la concurrence asiatique. Et on sait que les modèles asiatiques de tout temps ont toujours été plus interventionnistes, justement, que nos modèles occidentaux. Deuxième grand constat, l'utilisation de plus en plus fréquente de ce qu'on appelle les règles d'origine. Donc ça, il s'agit d'exigences de contenu
nationale ou continentale, par exemple, dans le cas de l'Union européenne, pour l'accès des entreprises ou des projets industriels à ces programmes de subvention et de financement. Donc, les États essaient de relocaliser la production elle-même qui avait, dans les années 90 et 2000, été délocalisée dans certains cas dans les pays à bas salaire et notamment en Chine. Disons, une troisième forme de ce protectionnisme 2.0 là, dont je parlais, qui est émergente, qui n'existe pas encore partout dans le monde, mais qui s'en vient. Donc, l'Union européenne, par exemple, a annoncé l'entrée en vigueur provisoire de son mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et qui va s'appliquer à divers ressources et produits, notamment le fer, l'acier, donc c'est important pour le Québec, l'aluminium également, encore plus important pour le Québec. Pour l'instant, il n'y aura pas de tarifs qui vont être imposés aux exportateurs pour l'accès au marché européen, mais il va y avoir une obligation de comptabilisation et de divulgation de l'empreinte carbone complète des produits pour l'accès au marché européen. Donc, ces taxes carbone aux frontières, c'est un peu un retour des barrières tarifaires, mais par la porte d'en arrière. C'est une tendance qui risque de s'imposer ailleurs. On en parle aux États-Unis, on en a déjà parlé au Canada. Donc, ça s'en vient, il faut que nos manufacturiers se préparent à ça. Mais toujours dans l'optique, et on aime ça en entrepreneuriat, toujours dans l'optique, dans le fond, de saisir les opportunités. Parlez-moi des avantages concurrentiels du Québec. On a parlé tout à l'heure que oui, il y a des beaux avantages au fait qu'on est une économie ouverte, mais si on y va de manière plus pointue. D'abord, c'est évident que l'intégration nord-américaine demeure un avantage immense pour le Québec. L'accès au marché des États-Unis, qui est le plus grand marché au monde, demeure un avantage. Et je le disais tantôt, oui, les Américains sont de plus en plus protectionnistes, mais dans certains cas, notamment dans le cas du fameux IRA, l'Inflation Reduction Act, le périmètre d'application des politiques qu'on met en place est nord-américain plutôt que états-unien. Donc, dans ces cas-là, ça ouvre des opportunités pour les manufacturiers québécois parce que les programmes d'investissement massifs qu'on met en place, notamment pour faire lever toute la filière de l'économie verte aux États-Unis, bien, ça va générer une demande supplémentaire que nos manufacturiers vont être amenés à combler en partie. Deuxième grand avantage pour le Québec, les accords de libre-échange. On est chanceux de pouvoir compter sur des accords de libre-échange de par notre appartenance au Canada, bien sûr. Il y a des accords de libre-échange dont on bénéficie et qu'on peut exploiter de meilleure manière dans les prochaines années. Troisième grand avantage du Québec, source d'énergie décarbonée, bien sûr, notre hydroélectricité. Et fiable. Fiable, tout à fait, et encore abordable. Renouvelable. Renouvelable, bien sûr. Et donc, c'est un atout concurrentiel majeur. Et on le voit ces derniers temps, là, avec tout le développement de la filière batterie, on attire des investisseurs étrangers et des projets industriels majeurs, notamment parce qu'on peut leur offrir une source d'énergie fiable et décarbonée, alors que d'autres pays dans le monde en sont encore au gaz, au pétrole, au charbon ou au nucléaire, qui a un certain nombre de risques également. Monsieur Rioux, si vous aviez, dans le fond, à nous résumer le message le plus porteur de cette étude-là, oui, ça serait quoi? Je pense qu'on peut le résumer en un mot. C'est diversification. D'abord, diversifier nos marchés d'exportation, je l'ai mentionné, moins dépendre des Américains. Il faut diversifier nos sources d'approvisionnement, moins dépendre de la Chine, tabler sur les efforts de réindustrialisation européens et américains pour mieux s'approvisionner auprès d'eux. Et finalement, il faut diversifier nos créneaux, nos filières industrielles au Québec même pour pouvoir davantage tirer parti de nos ressources naturelles, mieux les transformer ici au Québec. Merci beaucoup, M. Rioux. Merci à vous. Geneviève Brisson, en correspondance pour l'International, est priée de se présenter à la porte d'embarquement. Geneviève Brisson est déléguée générale du Québec à Bruxelles. Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes stratégiques en développement des affaires dans le secteur de l'énergie et de l'environnement et possède une solide expérience en matière politique et gouvernementale. Madame Brisson, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici.
Écoutez, j'ai envie de vous entendre. Qu'est-ce que vous avez retenu des conversations qu'on vient d'avoir? D'abord, je me sens tellement privilégiée d'être ici, d'avoir entendu Karine Bibeau tout à l'heure de Logistique Unicorp. C'est tellement inspirant d'entendre et de constater qu'on a des entreprises québécoises, et je le sais, il y en a plusieurs, mais d'avoir un exemple concret, des entreprises québécoises qui ont les bonnes pratiques, qui connaissent leur chaîne d'approvisionnement et qui savent se retourner, qui sont agiles, savent suivre les opportunités, suivre le marché. Je trouve ça extraordinaire. Et je voudrais peut-être revenir aussi sur Hubert Rioux de la Fédération des chambres de commerce du Québec. J'ai eu la chance de parcourir son rapport, extrêmement inspirant comme propos, et ça rejoint exactement ce que je souhaite véhiculer à l'ensemble des entrepreneurs au Québec, faire comprendre que, il y a des opportunités et c'est le moment de se diversifier. Pendant que ça va bien, allons-y, saisissons les opportunités. Vous êtes délégué général du Québec à Bruxelles. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aux premières loges pour nous parler d'une terre d'accueil qui serait très favorable à faire des affaires avec nous? Absolument. Il faut dire aussi, Bruxelles, la délégation générale du Québec est installée là depuis 51 ans en permanence. On n'a jamais quitté le territoire. Et c'est aussi des équipes qui sont là et qui travaillent le terrain. On est très diversifié et très actifs sur le territoire. Je suis arrivée sur le territoire 3 jours avant l'invasion de l'Ukraine. Donc, j'ai constaté sur place le mouvement géopolitique mondial. J'ai pu voir de quelle façon l'Europe s'est recentrée en quelques semaines et tout de suite, on cherchait à reconnaître nos alliés, avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on a envie de poursuivre, avec qui on a envie de travailler. Et on commençait à réaliser aussi sur le terrain les impacts de cette guerre-là en Ukraine. Donc, c'était non seulement sur des chaînes de valeur de blé et de compagnie. Vous avez sûrement entendu parler de l'impact à la crise énergétique en Europe qui se vit encore aujourd'hui. Donc, vous me demandez si j'ai vu sur place. Oui, absolument. Mais quand on voit le contexte géopolitique bouger comme ça, puis aussi ça évolue tout le temps, je présume qu'il faut prendre un pas de recul puis bien analyser les gens avec qui on travaille, regarder notre chaîne de valeur. Comment vous voyez ça? Bien, c'est intéressant. J'ai envie d'y aller avec des exemples concrets. C'est toujours intéressant, peut-être pour nos entrepreneurs, d'entendre des histoires qui se sont passées. Récemment, le maire de Québec, Bruno Marchand, était à Bruxelles. On était ensemble, on a eu plusieurs rencontres. On a rencontré des entrepreneurs de Belgique. Et ces entrepreneurs-là nous disaient clairement... Nous, on a envie de faire affaire avec des entreprises qui partagent nos valeurs, non seulement ceci, mais aussi qu'ils ont des pratiques ESG bien établies et bien en place. Donc ça, je le sais, au Québec, ça fait partie de nos valeurs. Donc c'est intéressant, on est là pour pousser les entreprises québécoises sur le terrain. Donc, on comprend que lorsqu'on gère notre chaîne de valeur, on doit être agile, on doit être alerte, on doit regarder ce qui se passe, évidemment, à tout niveau pour répondre aux nouvelles obligations. Mais avez-vous des angles qui pourraient nous aider à voir les opportunités, dans le fond? Oui, absolument. Il y a des beaux exemples québécois que j'ai envie de vous parler. Je vais commencer par vous parler de l'entreprise Optel. C'est un fournisseur de systèmes de traçabilité de la chaîne de valeur. Donc, vous comprenez qu'Optel s'insère directement dans les objectifs ciblés par l'ensemble des entreprises qui veulent pouvoir profiter des nouvelles opportunités sur le territoire européen et international, il faut le savoir. Donc, Optel va donner des outils clairs aux entreprises pour qu'elles puissent démontrer justement qu'elles respectent l'ensemble des mesures qui sont mises en place pour se présenter sur un marché ou sur un autre. Il y en a d'autres aussi. Il y a CGI qui travaille aussi activement présentement sur la transition énergétique. Donc, il y a aussi des exemples de sociétés québécoises. Ces sociétés québécoises-là ont su bien démontrer qu'elles intégraient les nouvelles réglementations et les nouvelles attentes du marché. Par exemple, il y a le groupe Lavergne. Ça, c'est un fabricant de résine plastique recyclée. Le siège social est ici à Montréal. Mais ils ont publié un rapport sur leur chaîne de valeur qui fournit toutes les informations sur les sources des matières premières, les procédés de fabrication et les partenaires commerciaux de l'entreprise. Lavergne, c'est un super bel exemple. Ils sont installés dans le sud de la Belgique. Ils ont ouvert leur usine l'année dernière. Il y a aussi la Banque Desjardins qui a publié sa politique de diligence raisonnable qui comprend l'ensemble de ses activités et qui vise aussi à identifier et à atténuer les risques liés aux droits humains et à l'environnement. Donc, c'est encore une fois un bel exemple de société québécoise qui est déjà bien établie sur le territoire européen. Comme on a pu l'entendre avec la discussion avec M. Rioux, une des particularités dans l'étude, c'est que l'étude aborde beaucoup les politiques européennes. Parlez-moi de l'accord Canada-Europe. Comme disait tout à l'heure M. Rioux, on en profite moins du côté du Québec présentement. On a un tapis rouge de dérouler avec cette entente-là.
on pourrait en profiter davantage. Et s'il y avait des choses à retenir de l'entente, mais c'est qu'il y a de l'abattement de tarifs douaniers. Ça aide beaucoup à l'exportation. Ça rend nos produits beaucoup plus exportables à meilleur coût parce que nos exportations ne sont pas affligées des grandes taxes que, par exemple, d'autres territoires du monde doivent assumer. Ce que je vous dirais aussi, c'est que c'est la libre circulation des employés. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On doit faciliter l'arrivée des travailleurs sur le terrain. Encore plus avec tout le contexte de la pénurie de main-d'œuvre. Absolument. Ça va dans les deux sens. Si, en terminant, vous aviez une phrase, une réflexion pour inspirer nos gens qui songent aller faire des affaires à l'international, ce serait quoi par rapport au territoire sur lequel, dans le fond, vous avez des activités? En fait, je dirais que les astres sont alignés pour l'Europe. Je dirais ça comme ça. Puis j'ai envie aussi de... J'aime toujours les petits cas vécus, les exemples de la vie courante. En septembre dernier, à Paris, à l'Agence internationale de l'énergie, Thierry Breton, qui est le commissaire européen au marché intérieur, disait clairement « L'approche européenne, ça repose en grande partie sur la coopération avec des partenaires aux vues similaires. » Ça nous place, encore une fois, les deux pieds sur le tapis rouge, la main tendue, je ne sais pas ce qu'on attend de plus. Ça, c'est fabuleux. Alors, c'est ce qui conclut, dans le fond, notre épisode d'aujourd'hui. Moi, ce que je retiens, là, lorsqu'on parle de maîtriser sa chaîne de valeur, je pense qu'il y a des beaux modèles inspirants au Québec. Mais ce qui est important, ce que je retiens, c'est de bien comprendre les enjeux. À partir du moment où on les comprend bien, on va voir les obstacles, mais on va surtout être plus en mesure de saisir les opportunités. Et un des mots-clés, je crois que tous les invités aujourd'hui, on est d'accord avec ça, c'est diversification. En classe affaires est un balado du programme Corex de la Fédération des chambres de commerce du Québec et du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Dans cet épisode, nous avons entendu Karine Bibeau, vice-présidente expérience client chez Logistique Unicorp. Hubert Rioux, conseiller économique à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et Geneviève Brisson, déléguée générale du Québec à Bruxelles. à l'animation, Anne Marcotte, à la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. Une création de Coyote Audio. Suivez En classe affaires sur fccq.ca/balado.